Bonjour. Bonjour. Donc Arthur Filbé, vous avez fondé Weblib en 2009. Weblib développe des solutions marketing sur tablette, sur les points de vente et accompagne les clients dans leur démarche digitale, marketing. Alors vos clients sont des grands groupes, voire des multinationales. Et votre start-up marche très bien aujourd'hui, bien que de création récente. Donc ça a été un très beau parcours depuis 2009. Du coup, on est très intéressé par mieux comprendre ce parcours et que vous nous racontiez un petit peu l'histoire. Avec plaisir. Donc oui, c'est vrai que c'est 2009, ça fait 6 ans, donc un parcours pas toujours simple. La création d'entreprise, c'est vrai que c'est un parcours semé d'embûches, tout le monde le sait. Mais je dirais qu'on a eu... On a rencontré des difficultés, mais on a eu aussi beaucoup de chance. On a eu la chance de travailler assez rapidement finalement avec des grands comptes, comme vous le disiez. Et ça, je pense que ça a été un déclencheur pour nous. D'ailleurs, initialement, on visait plutôt des commerces indépendants. Et c'est le changement de cible commerciale et le fait de s'intéresser aux grands groupes et de signer avec un premier grand compte qui était Total à l'époque, qui a vraiment accéléré notre développement et qui nous a permis de changer d'échelle finalement. Et après, c'est vrai que oui, c'est un parcours semé d'embûches, complexe, avec des défis dans tous les domaines, que ce soit les problèmes, les finances, tout simplement, financer l'entreprise, les ressources humaines, recruter les bonnes personnes, les fidéliser, les garder dans l'entreprise, et puis bien sûr la prospection commerciale. Donc c'est vrai que c'est un parcours du combattant, mais je dirais qu'on est quand même on peut être très accompagné en France par un certain nombre de structures. Il y a quand même beaucoup d'accompagnement et d'aide qui existent. Et ça, c'est un des premiers conseils que je donne aux entrepreneurs qui se lancent, que je rencontre, c'est vraiment d'essayer de se faire accompagner, d'être entouré, pas seulement sur la question des subventions et du financement, mais aussi sur l'accompagnement au sens large. Donc voilà, on peut être aidé. Alors pour ce qui est du parcours, je reviens un petit peu sur le point de départ, parce que c'est intéressant. Vous dites, au départ, on avait pensé que ça toucherait plutôt les petits commerces finalement. Ouais, et puis vous en êtes venu à vous intéresser aux très grandes entreprises. Alors comment vous aviez identifié le besoin au départ? Comment cette idée était venue? Et puis comment avez-vous décidé de changer et gérer ce passage qui est quand même très différent? Oui, tout à fait. C'est vrai que donc initialement, nous, notre idée, elle était... donc j'ai un associé, on est 2 cofondateurs, Florent Galby et moi. Et donc mon associé avait eu cette idée. On voyait dans les cafés, les restaurants du Wi-Fi gratuit partout. Mais à l'époque, les smartphones étaient moins développés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de tablettes. Et finalement, on se disait, c'est dommage de proposer du Wi-Fi à des clients qui n'ont pas forcément l'ordinateur portable sur eux pour en profiter. Donc on a conçu un service clé en main qui permettait de déployer dans des cafés, hôtels, restaurants, un hotspot Wi-Fi avec des netbooks, des petits ordinateurs portables mis à disposition des clients. Et donc ça, c'était le concept initial. Et on s'était assez naturellement tourné vers les cafés, hôtels, restaurants parisiens, parce que c'était dans notre expérience d'utilisateur, c'est dans ce contexte-là qu'on avait identifié le besoin. Donc on a lancé le produit, le service avec cette cible ce qu'on appelle les CHR, café, hôtel, restaurant, mais indépendants, ou alors des petits groupes avec 3-4 établissements. Mais voilà, on était vraiment sur des petits commerçants finalement. Et ça a été très dur parce que déjà c'était des entreprises qui n'avaient pas beaucoup de marge, donc qui n'avaient pas beaucoup de facilité à innover, à prendre des risques, à investir dans de nouveaux services. Et par ailleurs, c'était très long parce qu'il fallait aller voir beaucoup de cibles potentielles, beaucoup de prospects. Donc nous, en fait, on partait le matin avec notre mallette, on traversait Paris, on allait voir 100 cafés et on avait un taux de retour qui était très très faible, je pense le plus faible de l'histoire de la prospection commerciale. Donc là, on a commencé à se poser des questions et finalement, il y a eu 2 changements. Il y a eu effectivement le changement de cible où on s'est dit finalement, on met autant de temps à négocier, à mettre en place un pilote avec Total sur une aire d'autoroute qu'avec le café du coin. Or, Total a un potentiel de développement qui est bien plus important, évidemment. Donc, on a essayé de se recentrer vraiment sur ces grands comptes et on a eu un coup de chance et aussi, c'était l'évolution de la technologie, c'est-à-dire que les tablettes, l'iPad est sorti et donc on a aussi fait évoluer notre produit finalement. On est passé du netbook, du petit ordinateur à la tablette. Et je pense que la conjonction de ces 2 pivots, à la fois sur la cible commerciale et sur le produit, nous ont permis là de rencontrer un vrai marché avec un besoin mieux identifié et c'est ça qui a tout changé. Et au départ, au-delà de cette erreur de cible, j'allais dire, quelles ont été les autres difficultés que vous avez rencontrées?
Alors, initialement, je pense que déjà monter une entreprise quand on est très jeune, nous on a créé Weblib en sortie d'école, donc on avait peu d'expérience, peu de réseau, pas beaucoup de légitimité aussi. Donc c'est vrai que ça a pu être un frein à plusieurs niveaux, mais assez rapidement on l'a tourné à notre avantage, c'est-à-dire qu'on avait un discours sur le digital. En gros, l'idée, c'était de dire oui, on est jeune, mais justement, on comprend mieux le digital que des publics qui sont pas nés dedans, qui sont pas la génération. Enfin, il n'y avait pas la génération Y à l'époque, mais c'est ça l'idée. Donc, on a retourné ce manque d'expérience. On en a fait finalement un avantage en présentant notre savoir, notre connaissance du digital. Mais après, au-delà de ça, les freins, les difficultés du début, ça a été beaucoup le financement, hein, parce que mon associé et moi, on n'est pas informaticien, on n'est pas ingénieur, donc on n'a pas de compétences techniques sur le produit qu'on développe. Et alors ça, évidemment, c'est un problème, puisqu'on a dû faire tout de suite appel à des ressources externes. Donc d'abord, on a eu un associé qui a développé le produit pendant quelques mois. Finalement, ça s'est mal passé, comme souvent dans les associations, c'est pas toujours évident. Donc on a dû recruter en fait des informaticiens tout simplement. Et au démarrage, on ne générait pas de chiffre d'affaires. Donc il a fallu trouver des aides, des subventions pour financer le recrutement de ces informaticiens. Et ça a été un peu compliqué. On a fini par y arriver, mais ça a été long. Et là, vous étiez dans un incubateur dès le départ? Oui, tout à fait. On était à l'incubateur de Sciences Po. Donc ça, c'est vraiment une aide très importante en termes déjà, encore une fois, financièrement. Le fait de ne pas avoir à payer de bureaux, de locaux pendant la première année d'existence de l'entreprise, c'est évidemment une économie substantielle. Et au-delà des moyens matériels, il y a évidemment l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement, le fait d'être soutenu, de ne pas être seul, d'évoluer dans un écosystème avec d'autres entrepreneurs, de pouvoir partager les angoisses, les problèmes de l'entrepreneur au quotidien, ça nous a beaucoup aidé. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui veut s'installer aujourd'hui, se lancer? Bon, vous avez dit aller voir un incubateur très vite, et au-delà de ce conseil essentiel? Sur la partie financement, je dirais que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui finalement n'ont pas étudié toutes les aides, les prêts d'honneur, tout ce dont pouvait bénéficier leur entreprise en termes de financement. Et c'est dommage parce que très vite, l'argent c'est quand même le nerf de la guerre et on se rend compte que dans le développement d'une entreprise innovante, il y a une part d'incertitude, de risque. On ne sait pas combien de temps on va mettre avant de trouver le bon, comme nous, le bon marché, la bonne cible, le bon produit. Et donc finalement, il faut survivre tout simplement pendant ces mois ou ces années de réflexion et de pivot successifs. Donc je dirais vraiment, allez voir tout ce qui est à votre portée, tout ce dont vous pouvez bénéficier en termes d'aide publique, de subventions. Il y a beaucoup de choses qui existent, à la fois au niveau national, régional, dans les villes, etc. Et ça prend du temps, c'est un peu fastidieux, mais c'est essentiel pour vous donner justement la liberté d'esprit de vous concentrer sur le business. Une fois qu'on a réglé les problèmes d'argent, on peut vraiment penser à son business et il faut le faire dans cet ordre-là, je pense. D'accord. Quelles sont les qualités qui vous semblent être nécessaires pour créer une entreprise? Je pense que la première qualité, c'est pas de l'acharnement presque, je dirais. Enfin, c'est vrai qu'il faut une force de volonté, puisque quand on monte une entreprise, à chaque instant, que ce soit face à un prospect qu'on a du mal à convaincre, face à un collaborateur ou un candidat qu'on aimerait recruter, mais qui se pose quelques questions sur votre entreprise, sur sa viabilité à long terme, etc., que ce soit face à un banquier à qui vous demandez un prêt, et on est toujours en train de convaincre, on est toujours en train de recevoir des contre-arguments et de voir des freins et des obstacles. Donc il faut jamais lâcher l'affaire, en gros, et il faut être prêt il faut ne jamais accepter le non comme réponse et toujours se battre, jamais baisser les bras. Donc je pense que c'est vraiment un marathon, c'est pas un travail de sprinter, c'est vraiment un travail de longue haleine, ça prend des années, il faut être prêt quand on se lance dans la création d'entreprise, savoir qu'il va falloir vraiment tout donner chaque jour pendant des années. Et donc voilà, je dirais que c'est vraiment cette capacité, parfois un peu d'abnégation et cette force de volonté qui est selon moi la qualité principale. Mais ensuite, il y a plein de qualités. Le problème, c'est ça le problème d'un entrepreneur, c'est qu'il faut intervenir un peu dans tous les domaines.
Je prends l'exemple dans mon entreprise, mon associé et moi, on est assez complémentaires. Donc quand on s'associe avec quelqu'un, c'est important de s'associer avec quelqu'un qui est différent de soi, je pense, pour avoir qui a d'autres compétences. Moi, mon associé, c'est un très bon négociateur, c'est un très bon vendeur, un commercial hors pair. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument capital quand on lance une entreprise. Il faut trouver des clients et vendre. Donc lui, il apportait ça. Moi, j'apportais aussi d'autres qualités. Et donc voilà, il faut beaucoup de compétences. Si on ne les a pas toutes soi, en général, on n'est pas soi-même multitask. Il faut savoir bien s'entourer surtout. Je pense que ça, c'est l'autre chose qui est essentielle. Merci Arthur Philippet. Merci à vous.